fait, on fait des introductions d'auxiliaires, donc ce qu'on appelle par augmentation. Donc, on essaye de voir quelles sont les espèces qui pourraient être adaptées. Donc, soit des espèces du commerce, donc sous forme de sachets ou sous forme de salières, ou on introduit aussi des espèces du milieu environnant. C'est vraiment ce qui se passe. Donc, le sachet, c'est en fait, on va avoir une libération lente des individus. Donc, ce sont des stratégies qu'on utilise plutôt en préventif. Alors qu'au niveau des salières, en fait, on va être capable de lâcher plus rapidement une quantité d'individus. Donc, on maximise nos chances de régulation. Et après, donc je ne sais pas si je m'explique bien, mais sur mon réseau, j'ai une exploitation en fait qui a été capable d'identifier des zones autour de sa zone, de sa serre, autour de sa serre de production, des zones où les auxiliaires sont présents. Et donc, en fonction des périodes, elle va prélever dans ce milieu-là des individus prédateurs pour les introduire dans la serre. Donc, elle prélève des larves de coccinelles, des coccinelles, elle prélève aussi des cirfes. Ce qui fait que d'une année sur l'autre, en fait, on arrive à les retrouver dans la serre. Même si la serre aujourd'hui est quand même relativement artificialisée, on a beaucoup de plastique, ces auxiliaires-là, en fait, se maintiennent. Et donc, c'est là, en fait, où on parle de la lutte par conservation. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire du transfert de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ça ne se fait pas non plus en claquant des doigts, hein. Ça veut aussi dire qu'il faut, pendant la période hivernale, garder des végétaux, garder des refuges, des abris. Mais voilà, ce sont des stratégies de lutte que l'on a pu identifier et qui fonctionnent chez nous. En ce qui concerne la lutte autocide, pour l'instant, on n'a aucun retour à vous faire sur ça, hein. La lutte autocide, c'est quand on, par exemple, on introduit des mâles stériles, justement pour que la population de ravageurs, elle soit pas aussi importante, enfin, pour affaiblir la population de ravageurs. Donc, il y a des travaux qui sont menés, notamment sur la Drosophile Suzuki, hein. Donc, les premiers essais devraient être connus cette année, enfin, les résultats des premiers essais devraient être connus cette année, mais pour l'instant, du moins sur les cultures qui me concernent, je n'ai pas de retour d'expérience à vous faire ou à partager. Donc, l'avantage des macro-organismes, hein, c'est qu'évidemment, on ne va pas avoir d'impact sur la faune auxiliaire, on n'a pas de résidus dans les cultures, on n'a pas de résistance, ils sont utilisables en agriculture biologique. Et le consommateur, je n'ai même pas écrit le consommateur, moi j'ai pensé à l'agriculteur, en fait, il va être protégé. Ah ben si, pas de résidus, donc forcément pour le consommateur, mais l'utilisateur aussi, il est protégé. Et ce que je vous disais aussi, quand on est capable d'utiliser les bonnes espèces, on peut aussi avoir comme bénéfice une durabilité de l'intervention. Par contre, et c'est ce que j'ai travaillé sur le réseau pour réussir ça, les gages de la réussite, hein, la première chose, c'est savoir observer. Savoir observer et savoir identifier les espèces présentes. Et quand on sait bien observer, quand on sait bien identifier, l'idée, c'est de connaître également les cycles et les spécificités de ce qu'on observe pour savoir s'il y a risque ou s'il n'y a pas risque. Et quand on travaille avec la faune auxiliaire, le gage de réussite aussi de tout ça, c'est d'anticiper. Il ne s'agit pas de se dire « Oh là 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 là, ça y est, j'ai décroché, les seuils sont dépassés ». Ce n'est pas quelque chose qui réagit très vite, donc l'anticipation est très importante. Voilà. En ce qui concerne la deuxième catégorie donc de biocontrôle, donc les micro-organismes, en fait, là, on est plutôt sur des préparations qui sont formulées et qu'on va pulvériser sur la culture. Donc, ça peut rappeler en fait l'utilisation d'un produit phyto. L'idée, c'est de contaminer en fait les pathogènes. Donc, on va pouvoir viser en fait les ravageurs. Donc, c'est par un phénomène d'ingestion. Donc, en général, ça se fait avec l'aide de virus ou de bactéries. Ou alors par pénétration directe au travers de la cuticule. C'est généralement ce que font les champignons. Et là, par contre, il faut bien faire passer le message que quand on utilise des micro-organismes pour lutter contre les agents pathogènes, je vais caricaturer un peu, mais ce n'est pas en intervenant le matin qu'on va voir le résultat le soir. Il faut être patient. En fait, la mort des ravageurs, elle est à plus ou moins brève échéance. Ça peut aller de 24 à 48 heures quand on utilise des bactéries jusqu'à voire 3 jours ou à 10 jours en fonction des préparations virales ou fongiques.
Voilà. Donc, c'est efficace, mais il faut être patient. Voilà, donc le micro-organisme le plus anciennement utilisé, ça va être le bacillus, le bacillus thuringiensis. Ce qu'il faut savoir aussi, quand on utilise ces produits-là, c'est que les conditions d'utilisation et les conditions de stockage sont vraiment importantes pour rendre fiable l'utilisation du produit. Il ne s'agit pas de dire, moi j'ai utilisé tel produit commercial, ça vaut rien. Si on ne l'a pas utilisé dans les bonnes conditions d'hygrométrie, dans les bonnes conditions de température, eh ben, effectivement, ça a marché chez le voisin, ça ne marche pas chez moi, mais je n'avais pas les mêmes conditions d'utilisation. Ça, c'est vraiment important. Il en est de même pour les conditions de stockage. Ah oui, donc je n'ai pas précisé, hein, au niveau des maladies, en fait, on va les utiliser à 2 niveaux, en préventif et en curatif, alors qu'effectivement, les micro-organismes en lutte contre les ravageurs, ils interviennent en fait plutôt en curatif. Donc l'avantage des micro-organismes, ce sont des méthodes de lutte qui sont spécifiques. Là encore, il ne va pas y avoir d'impact sur la faune auxiliaire. On n'a pas de résidus, ils sont utilisables en agriculture biologique et l'utilisateur est préservé. Par contre, ils peuvent être sujets à des résistances. Donc, il faut quand même faire attention quand on les utilise. Voilà. Troisième catégorie de produits de biocontrôle, les substances naturelles. Donc ça, Nicolas l'a dit ce matin, hein, les substances naturelles, c'est le premier marché du biocontrôle. En fait, il y a une large gamme d'activités, puisqu'en fait, on se rend compte que ça va cibler les ravageurs, les maladies, ça peut cibler aussi, ça nous aide à lutter contre les mauvaises herbes. Donc, ce sont des solutions en fait cides, c'est-à-dire qui tuent, herbicides, qui peuvent être efficaces, mais par contre qui sont moins sélectives. Donc, au niveau de leur mode d'action, hein, on va avoir des produits qui sont utilisables en préventif, des produits qui sont utilisables en curatif. Certains produits vont être actifs par ingestion, justement en paralysant par exemple les ravageurs. Ils vont être actifs par contact. Donc là, la qualité de pulvérisation va être importante. On a des produits aussi qui agissent en fait par effet mécanique. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi la barrière physique. Donc, par exemple, chez nous, là, sur le noyer, on a essayé de pulvériser de la kaolinite calcinée, c'est-à-dire une argile blanche sur les feuilles pour tout simplement brouiller le message aux ravageurs. C'est-à-dire que la femelle va moins, par exemple, va moins bien se repérer, elle va moins pondre facilement. Donc, il y a une difficulté d'identification de la plante hôte. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui petit à petit se mettent en place, mais qui ne sont pas transférables sur toutes les filières. Par exemple, la kaolinite, oh zut, j'arrive pas à le dire, kaolinite calcinée, c'est intéressant sur le noyer, mais sur la framboise, ce n'est pas forcément envisageable, parce que la framboise est un fruit qui à la base ne se lave pas. Donc, c'est l'aspect visuel qui fait acheter le consommateur. Et donc, si on fait perdre la brillance du fruit, on risque de déprécier un petit peu la valorisation du fruit. On rejoint la question qui a été posée ce matin sur l'histoire des filières longues. Là, c'est l'image, entre guillemets, du produit vendu qui pourrait être altérée. Voilà. Oui, donc ils agissent par contact. Ah oui, au niveau des herbicides, ce sont des produits qui agissent par contact. Donc, on le reverra tout à l'heure dans la présentation de Jean-Christophe. Les conditions d'application de ces substances naturelles pour avoir un effet herbicide sont primordiales. En fait, elles marchent un peu par décapage. En fait, le produit va venir décaper la cuticule de la plante. Mais pour ça, il faut vraiment qu'il fasse très, très beau, qu'il y ait un bon rayonnement solaire. Ce sont les conditions d'application qui font la réussite. Voilà. Et donc, la dernière catégorie, hein, la catégorie des médiateurs chimiques. Donc, les médiateurs chimiques sont des substances produites par les plantes ou par les animaux dans l'environnement et qui vont agir sur le comportement d'un autre organisme. Donc, en fait, les médiateurs chimiques jouent un rôle de signal entre les espèces. Donc, on va distinguer deux catégories de produits.
on va distinguer les phéromones, qui sont des substances qui agissent entre des individus d'une même espèce. On parle souvent des phéromones sexuels, en fait, où le message entre le mâle et la femelle est perturbé, et le papillon mâle, par exemple, n'arrive pas à retrouver le papillon femelle et il n'arrive pas à s'accoupler. Là encore, les conditions d'utilisation sont importantes. Là, en fait, quand on rentre dans l'utilisation des médiateurs chimiques, souvent, sauf quand on est dans un milieu fermé, mais quand on est mis en milieu ouvert, et si on a une densité de culture importante, le gage de la réussite de ces stratégies-là, c'est la stratégie collective. Parce que le mâle, s'il ne retrouve pas dans la femelle, dans la parcelle, mais qu'il est capable d'aller s'accoupler un peu plus loin, il va être capable de revenir pondre dans la parcelle. Alors que si tout le monde, on va dire, confuse ces parcelles, je ne sais pas si c'est le mot, c'est là où ça va fonctionner. Donc, les catégories, donc les phéromones sexuels, on a aussi des phéromones qu'on appelle dites d'agrégation. Les phéromones d'adégration, en fait, ce sont les phéromones qui sont en lien avec la recherche de nourriture. En fait, ça permet d'attirer les individus pour signaler un lieu de prise alimentaire ou d'accouplement. Donc ça rejoint plus les coléoptères. Et donc, par exemple, donc en framboise, là, si je ne me trompe pas, Joël, il va me fâcher sinon, avec Duponchiella, il pose un peu des... Alors, il ne faut pas parler de piège alimentaire parce qu'il y a une phéromone qui attire, quoi, mais c'est le principe. Et donc, deuxième sous-catégorie des médiateurs chimiques, c'est les substances allélochimiques, qui, elles, sont des substances qui agissent entre des individus de différentes espèces. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'appeler à la rigueur d'avoir un pouvoir attractif pour certains ravageurs qui vont pouvoir justement les parasiter ou justement pour des espèces différentes pour repousser à la rigueur des ravageurs. C'est un phénomène un petit peu différent des phéromones. Voilà. Oui, bon, mais voilà, je suis désolée, j'avais oublié que je l'avais écrit. Donc, confusion sexuelle, piégeage de masse. Et après, on va avoir dans les médiateurs chimiques ce qu'on appelle des attracticides ou systèmes attract and kill, c'est-à-dire qu'on capture et qu'on tue. Donc, souvent, en fait, on emploie le terme de piège. Donc, voilà un petit peu pour les grandes catégories de produits de biocontrôle. Donc, je vais laisser la main maintenant à Jean-Christophe qui, à partir, entre guillemets, de ces 4 catégories et à partir des cibles principales, des pathogènes principaux de nos cultures, va vous parler, lui, de produits commerciaux pour intervenir sur nos cultures. Merci. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Allô? Ouais, merci Karine. Non, que j'avais coupé ma visio. Non, parfait. Alors, je prends la main. Donc, rebonjour à tout le monde, aux personnes qui sont arrivées cet après-midi. Donc, je vais faire le partage d'écran. On voit bien? C'est bon, on voit bien. Alors je cherche pour... Alors, donc on arrive vers le bout de l'entonnoir, là, parce que voilà, ce matin on est parti de Ecophyto, on est parti très large, donc on a parlé généralité sur les produits. Là, on va restreindre encore. La manière dont on l'a abordé, c'est que on a pris, vous avez vu, il y a différentes filières qui interviennent. Là. On a fait on a répertorié les produits qui étaient utilisés par les professionnels dans ces filières et qu'ils utilisent à peu près tous les jours en fonction des cibles qu'ils veulent traiter. Et pour ça, pour un peu serrer le problème et puis ne pas trop s'éparpiller, on a repris les BSV qui ont été faits sur l'année 2020 et cela permet de voir quels sont les principaux ravageurs et les principales maladies qui posent problème. Donc vous allez voir les BSV de horticulture, pépinière et puis ce qui est petits fruits.
Voilà, donc vous voyez là pour la pépinière, donc c'est en extérieur et horticulture aussi un peu sous serre. Les principaux problèmes, donc c'est, vous voyez, les trips, les pucerons, les tétraniques, donc acariens, les chenilles, cochenilles, alerodes, altises. Puis bon, petit à petit, il y a de moins en moins de problèmes avec certaines espèces. Pour info, on commence à voir émerger un problème avec les fourmis qui deviennent importants parfois sur les cultures en conteneurs, en pot. Et après, il y a un tableau, c'est mis la fréquence des attaques comparée à 2019, donc c'est juste pour vous donner une idée. Voilà. Selon les espèces, on a des attaques plus ou moins importantes selon les années, selon le climat, la pluviométrie, la chaleur, etc. Donc voilà pour la pépinière horticulture. Voilà pour la framboise. Donc on peut voir donc, ce qui est surligné, acarien jaune, la drosophile, la Suzuki, Eriophis, donc acarien aussi, et petit puceron vert. Voilà, donc c'est les problèmes principaux qui interviennent en framboise. Il y en a d'autres aussi, hein, en maladie, vous voyez, rouille, oïdium, phytophthora, etc. Donc là, c'est vraiment les données terrain, pépinière, ortie, framboise. Là, vous avez sur ce qui est pommier, poirier, donc puceron cendré évidemment sur pommier. Je regarde en même temps donc Antonome, les rongeurs. Donc les rongeurs, au niveau utilisation de produits de biocontrôle, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc les psylles qu'on trouve aussi sur plusieurs filières, etc. Et les maladies aussi. Donc la tavelure sur pommier notamment, qui est important. Alors, pour le retour d'expérience voilà, de ces filières, on va garder le même cadre qu'a proposé Karine avant, qu'on a vu ensemble, par ravageurs et ensuite par parasitoïdes, enfin, macro-organismes, micro-organismes, substances naturelles, et puis les phéromones, etc. Donc pour les pucerons, vous voyez ce qui est utilisé, donc notamment beaucoup de parasitoïdes. Alors l'avantage parasitoïde, c'est que c'est très spécifique. Donc souvent on a un parasitoïde pour une espèce de puceron particulière. Ce qui est utilisé couramment, notamment sous serre, aussi un peu en extérieur, c'est tout ce qui est Aphidus cervi, Aphidus colemani, abdominalis, c'est aussi les praons. Des prédateurs donc, qui sont plus polyphages, donc qui vont s'attaquer pas uniquement aux pucerons dans ces cas-là. Donc vous avez les coccinelles, donc, qui est très, très connu, qui sert beaucoup qui est fer de lance de la lutte biologique. Les cirphes, les chrysopes, les cécidomies. Pour information, moi ce week-end j'ai commencé à avoir des vols de chrysopes. Donc voilà, la chaîne alimentaire se met doucement en place. Ce que disait Karine tout à l'heure, c'est que dans les chaînes trophiques, donc entre ravageurs et puis macro-organismes ou micro-organismes, parasitoïdes, etc., il y a toujours un décalage. Donc souvent les pucerons arrivent avant les auxiliaires. Et il faut au début soit gérer avec des substances naturelles, des champignons entomopathogènes qu'on va parler juste après, avant d'avoir soit des auxiliaires naturels qui arrivent, soit l'introduction d'auxiliaires. Alors il y a toujours un décalage, à peu près de 15 jours, 3 semaines selon les saisons. L'année dernière, c'était un peu long. L'année d'avant, ça s'était à peu près correctement passé. Donc ça dépend vraiment des années. Et ce qui a été dit tout à l'heure et qui est très important, c'est que tout est basé sur l'observation. C'est vraiment la chose la plus importante. J'ajouterai l'observation et la notation, c'est-à-dire que vous pouvez observer, c'est important, c'est primordial, mais ensuite il faut noter. Il faut noter ce que vous voyez, la date à laquelle vous voyez, et si possible, un peu de climat derrière, c'est pas mal, parce que vous vous en rappelez cette année-là. L'année prochaine, vous allez arriver à la date du 3 mars, vous allez regarder ce que vous avez noté l'année d'avant. Et il y a des décalages de 15 jours, 3 semaines parfois. C'est important de tracer ça et de construire une base de données vraiment précise pour l'entreprise où vous êtes. Moi, je vois mon expérience sur la Nouvelle-Aquitaine.
des pucerons cendrés quand il y en a à Toulouse, avant que je les vois, alors je vais régulièrement en pépinière charentaise, donc en Charente, il y a 3 semaines d'écart entre l'apparition vers Toulouse et puis entre Angoulême et Poitiers. Donc c'est très important de noter ça et aussi de céder des BSV et ne pas simplement utiliser le BSV de sa filière, mais aussi les BSV d'autres filières. Moi, j'utilise le BSV de Scape Pomme, donc dans le nord de la région, dans le sud de la région, et on voit très bien, rien qu'en lisant les BSV, on a l'idée de migration, d'apparition des ravageurs au printemps. Ça, c'est très important, donc bien noté. Ensuite, là, que ce soit pour les pucerons ou autres, c'est, Karine le disait un peu, il faut gérer l'impatience. C'est-à-dire que quand on fait une introduction, quand il y a des auxiliaires naturels qui arrivent, il ne faut pas être pressé tout de suite à ce qu'il y ait un résultat. Ça demande toujours un peu de mise en place. Voilà, donc il faut attendre 15 jours, 3 semaines. C'est pas évident, je reconnais. Gestion de la patience, il y a un côté économique aussi. Donc, mais voilà, tout est dans l'anticipation et donc dans l'observation et la notation et la mise en place de références en fait pour son entreprise. Donc c'est vraiment adapté à chaque entreprise. Et ensuite, la dernière chose, donc vous voyez, il y a des décalages d'une année sur l'autre. C'est, moi je le dis constamment aux producteurs, c'est de prendre l'habitude de ne pas avoir d'habitude, c'est-à-dire que chaque année est différente. On le sait très bien au niveau production, mais c'est d'autant plus vrai au niveau de la gestion des ravageurs des maladies et de l'utilisation d'auxiliaires. Alors, je continue. Donc, vous avez l'utilisation de champignons entomopathogènes aussi sur les pucerons. Donc, vous avez le MET 52, le Botanigard, le Naturalis qui sont utilisés assez fréquemment. Le MET 52, donc c'est une suspension à base d'huile, huileuse. Un délai de rentrée de 6 à 8 heures. Et c'est utilisé, donc le champignon va, les spores vont se développer sur la surface du puceron et il va mourir en gros d'une grosse mycose, pour résumer comme ça. Donc, voilà. Mais ça dépend des conditions. Comme c'est un champignon, donc Metarhizium, il faut des conditions parfois d'hygrométrie ou de température qui permettent à ce champignon de se développer sur l'insecte. Ça dépend vraiment des entreprises. Comme le disait Karine tout à l'heure, ce qui ne marche pas dans une entreprise va fonctionner dans une autre. Donc, il ne faut pas hésiter à essayer. Il faut essayer 2-3 fois, noter les conditions, etc. C'est beaucoup plus difficile que l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique, mais il faut essayer parce qu'à terme, il ne faut pas trop se leurrer. Les produits phytopharmaceutiques, il y en aura beaucoup, il y en a de moins en moins. Donc il faut tout de suite prendre l'habitude d'utiliser ces produits. Vous avez ensuite le Botanigard, donc, qui est un Beauveria bassiana. Donc pareil, c'est un champignon entomopathogène qui est utilisé, qui est efficace aussi. Ça peut être utilisé, on le verra après, ces champignons entomopathogènes sur les pucerons, mais aussi sur les thrips ou les alérodes. Botanigard, il n'est pas ciblé notamment pour les cicadelles, mais on peut l'utiliser sur les larves de cicadelles. Ensuite, vous avez le Naturaliste, qui est un autre Beauveria, donc d'une souche différente. Donc, la particularité de ces Beauveria, c'est que selon les entreprises qui fabriquent ces produits, etc., il y a des souches différentes. Vous voyez, là on les a mises pour exemple, mais c'est important dans le choix. Donc 74 040 pour le Beauveria, 04 voilà, pour le Naturaliste. Donc c'est des produits voilà, qui sont utilisés. Et enfin, des substances naturelles aussi d'origine végétale. Donc vous avez donc le sprusite qui est utilisé et puis les radicotes. Alors le sprusite est un pyrètre naturel mélangé avec une huile de colza. Donc l'huile va recouvrir le puceron, il va mourir étouffé. Et c'est aussi à base de pyrètre naturel
donc qui est un insecticide qui va agir par contact, donc le spirètre par contact, et puis l'huile qui va permettre l'asphyxie du puceron. Alors, ce qu'il faut faire attention avec ces substances naturelles, c'est que le spruzite ou les radicotes vont tuer le puceron, mais si vous le pulvérisez sur des auxiliaires naturels, des auxiliaires introduits, ils vont aussi tuer les auxiliaires. Donc, on a beau écrire substances naturelles, c'est par rapport à l'environnement, à la santé, mais pas forcément par rapport aux cibles. Le spruzite il va être aussi efficace sur une larve de coccinelle que sur le puceron. Donc, attention au choix, à la stratégie d'application, bien réfléchir avant de mettre ces produits, ce qu'on veut en faire. Ils ont une faible rémanence, donc ça peut être en début de saison avant d'introduire des auxiliaires pour réduire un peu la population de pucerons, mais attention à leur utilisation par rapport à ce qu'on veut mettre en place derrière. Ensuite, les radicotes, c'est un produit qui est à base de maltodextrine, donc c'est un sucre issu de l'amidon. Il est efficace quand il y a quand même de la chaleur pour sa pulvérisation, parce que le sucre va se cristalliser et du coup ça va rentrer par on appelle les spiracles des pucerons, donc c'est les petits orifices qu'il y a de chaque côté qui lui permettent la respiration et de l'oxygène. Donc ces sucres, ces cristaux vont rentrer à l'intérieur et donc il va mourir par étouffement. Donc, les conditions d'application sont importantes, notamment des conditions chaudes et sèches. Voilà. Si vous avez une serre ou à l'extérieur et que c'est le matin et qu'il y a de la brume, etc., c'est sûr que le produit ne sera pas efficace. Donc les conditions d'application, je le répète, sont très importantes. Ce qu'on peut faire avec ces produits, c'est ajouter un mouillant qui est à base, alors, là on a mis exemple donc le Kitae, mais c'est un chitosan, donc c'est issu de la chitine, issue du broyat ou de la poudre de crustacés. Voilà, et ça a une action, disons, agressive, abrasive sur les cuticules des insectes. Donc on peut rajouter ça. Et un mouillant, c'est pour bien enrober les pucerons, les ravageurs avec, donc, pour améliorer l'asphyxie. Attendez, je fais pareil, je vais masquer Voilà. Alors, pour les trips, donc on a l'utilisation de prédateurs, donc Ambiceus, voilà, donc le Squirski, Cucumeris, Amblydromalus, Aureus, donc qui sont des punaises. Voilà, donc ça, ce sont des prédateurs qui vont consommer les larves de trips. Pareil, les utilisations de ces prédateurs sont très à suivre, à mettre en place selon la stratégie, notamment dans les serres, de faire attention à la température à laquelle se trouve la serre, parce qu'ils vont être actifs. Si vous prenez le Cucumeris, il va être efficace au-dessus de 13 degrés. Donc là, en ce moment, il ne fait pas très chaud le matin, donc vous pouvez avoir peut-être quelques larves de trips qui apparaissent dans les serres. Je ne le souhaite pas, mais derrière, si vous mettez des prédateurs de ce type, ils ne vont pas être efficients parce que la température va être trop basse. Donc c'est important de bien suivre ça. Le Squirski, lui, il travaille à une température encore un peu plus haute, à partir de 20 degrés. Donc, dans les stratégies de protection biologique intégrée, peu biologique, avec des auxiliaires, le conseil, c'est de faire un planning. Moi, je le fais avec les professionnels, c'est-à-dire je leur fais un planning à l'année, semaine par semaine, en fonction des ravageurs qu'ils ont. Et on positionne les lâchers. On observe à côté aussi tout ce qui est auxiliaire naturel. Donc, important, ce qui est la lutte par conservation. Et on positionne semaine par semaine les lâchers
Mais avant de faire les lâchers, une semaine avant ou 15 jours selon les fabricants, avant de les commander, on regarde et on dit là il faut faire un lâcher, là il ne faut pas faire un lâcher, la pression n'est pas assez forte, là il va falloir lâcher parce que la population se développe beaucoup trop vite, etc. Donc c'est vraiment du pilotage, de l'observation quotidienne en saison. Mais par contre, c'est très intéressant, c'est très valorisant parce qu'on voit très vite les effets quand c'est bien mené, mais il faut passer un peu de temps. Après, moi, je pense que le temps, on le trouve quand même parce que le temps que l'on faisait avant, ce que je disais ce matin, vouloir traiter, se préparer, etc., ben là, on le passe à observer. Donc, il faut s'y mettre, prendre l'habitude de le faire, et puis ensuite, ça paraît presque normal. Voilà. Après, on retrouve les champignons entomopathogènes. Donc, je ne vais pas redévelopper. Voilà, donc ce sont les mêmes. Ensuite, naturel d'origine végétale, donc sprusite et radicote qu'on a parlé avant. Et vous avez aussi le prévam. Prévam, donc, qui sont des huiles essentielles d'orange douce. Voilà, donc qu'on utilise comme. Alors, ce ne sont pas forcément, même si c'est écrit limocide, ce ne sont pas des cides forcément, mais ce sont des répulsifs qui sont efficaces, qu'on peut utiliser sur plusieurs types d'insectes, on peut utiliser aussi sur les aleurodes, les cicadelles, etc. Ça fonctionne par contact, c'est asséchant, donc l'insecte ne va pas du tout aimer ça. Ils peuvent être utilisés aussi, je parle du prévam, on le verra plus tard, pour les champignons. C'est aussi pour lutter contre certains champignons du fait de sa capacité à assécher. Ça, c'est des produits qui ont une AMM hein, qu'on utilise. Voilà, ensuite, vous avez le requiem dessous, donc il y a un délai de réentrée de 48 heures quand même si c'est une substance naturelle, il faut faire attention. Nous, à la station Astrodor, ici, on a fait des essais l'année dernière avec des huiles essentielles de thym, donc du thymol. C'est pareil, hein, les huiles essentielles, on en utilise pour notre santé, la santé humaine, mais le dosage est très très important et peut avoir des problèmes si on ne fait pas attention aux concentrations. Donc, ça reste quand même des produits naturels, mais il faut faire attention. Donc, une délai de réentrée de 48 heures pour le requiem, donc qui est à base de terpénoïdes, voilà, issus d'agrumes, et puis aussi du théier. Voilà, donc, utilisé sous abri. Voilà. On a mis avec un point d'interrogation, je le dis aussi pour les huiles essentielles de thym, vous avez le purin d'ail, donc on pourra peut-être échanger là-dessus après, en fin de présentation, dans les échanges, parce que voilà, si quelqu'un a des compléments à faire sur ce genre de produit, c'est intéressant, parce que tous, on en fait plus ou moins, mais c'est très difficile de valider tout de suite. Moi, je vais faire pas mal d'essais cette année avec un producteur sur tout ce qui est purin. Voilà, donc décoction, infusion, purin d'ortie, purin de prêle, purin de fougère, etc. Mais on va faire ces essais-là parce qu'on n'a pas forcément de recul tout de suite. Alors, tétranique. Bon. Donc, acarien, donc, ce qui est utilisé fréquemment et qui est efficace quand même bien, enfin moi je l'observe pas mal, c'est des prédateurs, donc des acariens, prédateurs d'autres acariens, Persimilis. Ensuite, le choix se fait en fonction de la température aussi que l'on trouve. Le Californicus, il se comporte bien quand les chaleurs sont élevées. Il y en a qui n'ont pas éteint leur micro. Voilà. Après, vous avez le Stétorus aussi, Feltiala.
Donc voilà, tout ça, ce sont des prédateurs d'acariens utilisés en serre qui sont efficaces. Bon, ça revient, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit avant, mais c'est à essayer, à noter, à observer, à mettre en place un programme de lutte sur l'année, etc. Substances naturelles d'origine minérale, donc vous avez tout ce qui est les huiles paraffiniques, donc qui vont étouffer l'acarien. Donc nous, on l'utilise souvent en complément de prédateurs, mais sans les mettre ensemble. Vous vous doutez bien que l'huile de paraffine, s'il y a tué du tétranique, elle va aussi tuer l'acarien prédateur. Donc pareil, c'est à mettre en place dans la stratégie, mais pas en même temps et décalé. Et généralement, quand on fait un produit de ce type, moi, je conseille d'attendre au moins une semaine avant de faire les réintroductions d'auxiliaires derrière pour pas qu'il y ait de problème. Vous avez ce qui est savon. Donc, les savons, alors ça va étouffer aussi les acariens. C'est un surfactant, donc ça va bien se développer dessus et ça va l'étouffer. Le sel potassique d'acide gras aussi, le flipper qui est utilisé comme adjuvant. Chenille, alors ça doit être l'exemple le plus vieux parce que Bacillus thuringiensis est utilisé depuis très longtemps contre la chenille processionnaire du pin. Donc en lutte biologique, vous avez tout ce qui est parasite 2, donc notamment trichogramme, bon, ça c'est l'exemple très connu aussi dans le maïs. Vous avez des prédateurs, donc Macrolophus, et nématodes entomopathogènes, donc Steinernema, nématodes qu'on utilise sur les chenilles, mais aussi sur certains scarabées, comme les oturins qu'on verra après. C'est très efficace, les nématodes, donc pénètrent par les voies buccales de la chenille et donc à l'intérieur et vont se développer dedans et faire entraîner la mort de la chenille. Pareil avec le bacillus, donc qui rentre aussi par voie buccale dans la chenille et elle émet une molécule qui va disons, transformer, comment dire, la chenille va mourir d'un cancer d'estomac, donc c'est pas très agréable, mais c'est très efficace. Pour les bactéries entomopathogènes, il faut faire attention au stockage, pas plus d'1 an, au frigo si possible. C'est sensible aux UV, les bactéries entomopathogènes, donc il est conseillé de plutôt les applications le soir. Il ne faut pas qu'il fasse trop chaud aussi. Si c'est en plein été, le soir souvent il fait encore chaud, mais il faut faire attention aussi à la température. Alors, en termes de souches par bacillus, vous en avez beaucoup. Là, vous avez la Kurstaki. Après, quand vous regardez dans l'index ACTA, notamment Biocontrol, dans le choix des bacillus, il faut bien regarder la souche parce qu'il commence à y avoir beaucoup de souches différentes. Et souvent, vous allez avoir un bacillus thuringiensis, par exemple Azawai ou alors Kurstaki qui vont lutter contre une chenille, par exemple la chenille processionnaire. Mais c'est bien d'alterner ces souches pour avoir une meilleure efficacité. Voilà. Donc, si vous avez 2-3 souches de Bacillus thuringiensis, c'est mieux sur l'année. Il vaut mieux acheter des petites quantités de bacillus différents pour ne pas les stocker trop longtemps, mais faire un roulement dans le choix des bacillus, des souches, c'est beaucoup mieux, c'est plus efficace. Vous avez aussi, disait Karine tout à l'heure, donc les bacillovirus, les virus. Pareil, voilà, important, c'est un stockage au froid, donc de moins 18 à plus 5 degrés. Bon, c'est assez large, mais il faut que ce soit au froid. Il ne faut pas les conserver trop longtemps. Bactéries entomopathogènes, 1 an, moins souvent bacillovirus, c'est maximum 6 mois.
pour l'expérience que j'ai eue dans des entreprises. Voilà, donc vous avez différents baculovirus, hein, Lithovex, Litovir, donc c'est des spécifiques du Spodoptera littoralis. Voilà, vous avez ensuite donc, le sprusite en substance naturelle d'origine végétale. Donc c'est une huile de colza avec des pierrettes naturelles. Donc, et ensuite phéromones utilisés donc sur Pyrale du buis notamment. Et vous avez d'autres phéromones. Moi l'année dernière j'avais regardé, il y a à peu près une centaine de phéromones qui existent pour différents insectes, soit pour utilisation en piégeage ou alors en piégeage pour identification ou comptage, mais aussi piégeage pour tuer. Donc il y a quand même beaucoup, il y a un choix important. Donc je vous invite parfois à regarder parce que ça se développe quand même. Et il y a peut-être la phéromone qui correspond au ravageur que vous avez ou à la chenille, au papillon que vous avez. Donc regardez bien, n'hésitez pas à vous renseigner parce qu'il y a du choix. Donc nous à la station on travaille sur la pyrale du buis, donc on a une phéromone pour piéger. Bon, actuellement, pyrale du buis, le plus efficace reste quand même le bacillus, mais il faut revenir, disons, les 15 jours, il faut faire un traitement. Il y a des chevauchements de génération au niveau des chenilles et des papillons, donc à gérer, c'est beaucoup d'observations et beaucoup de traitements bacillus tous les 15 jours. Voilà, donc vous avez aussi le véromone sur le ver de la grappe, sur les tordeuses. Donc regardez bien au niveau phéromone, bon, c'est très spécifique, hein, une phéromone correspond à une espèce d'insecte en particulier, hein, c'est vraiment un marquage important pour une espèce, donc il peut y avoir la phéromone qui correspond à votre problème. Le piégeage pour comptage, pour que l'on fait généralement avec soit des pièges Delta ou avec des panneaux englués aussi. On en fait beaucoup ici, notamment pour le BSV, mais aussi pour, chez le producteur pour faire des remontées d'informations pour tous les autres producteurs, donc dans le cas du BSV, mais on le fait aussi pour intervenir et voir des seuils de nuisibilité et prévenir quand est-ce qu'il faut intervenir. On a fait des essais l'année dernière, il y a 2 ans. On va les poursuivre cette année. On a des pièges connectés. Donc, ce sont des pièges Delta équipés d'une petite caméra à l'intérieur du piège. Donc, le papillon est attiré par le phéromone, se colle sur le piège à l'intérieur. Et toutes les 3 heures, 4 heures, on prend une photo de la bande engluée sur laquelle se trouvent les papillons, et ainsi, à distance, on arrive à compter combien il y a de papillons de collés et voir le seuil de nuisibilité. Donc ça, c'est des méthodes qui se mettent en place petit à petit. Ça évite parfois, c'est assez contraignant, les pièges Delta, il faut changer tout le temps sur une grande surface quand on en a beaucoup. Donc là, on le met à un endroit particulier et on compte en fait. Mais à distance. Donc il y a moins de déplacements. Et ça, on va le poursuivre cette année. Il y a des effets très intéressants, notamment en termes de gain de temps et puis d'intervention. Voilà. Donc phéromones sur du Ponchélia. Alors cochenille, donc ça c'est pas facile. C'est pas le ravageur le plus facile. Donc vous avez des parasitoïdes spécifiques, donc leptomastix, donc qui pondent sur les larves des cochenilles. Ça marche sous serre, nous on a des bons résultats. Il faut adapter à chaque entreprise évidemment, mais ça marche bien. Ensuite on a tout ce qui est prédateur de la cochenille farineuse, donc Chrysoperla, donc la chrysope, qui est polyphage, hein, on l'a vu juste avant, elle peut manger aussi des pucerons et des acariens. On l'utilise, moi j'ai un producteur de bambou qui en utilise, voilà, parce qu'il y a une cochenille sur bambou. Par contre,
c'est efficace, mais il faut passer beaucoup de temps à l'observation aussi, surtout quand les plantes sont difficiles comme le bambou, c'est très imbriqué les feuilles, donc il faut vraiment observer beaucoup. Il faut faire des lâchers massifs de chrysopes. Lui, il fait un lâcher de 10 000 chrysopes tous les 15 jours à 3 semaines à peu près dans les serres. Et ça fonctionne. L'expérience que j'ai là-dessus sur les chrysopes, c'est qu'on lâche beaucoup de chrysopes, notamment chez ce producteur, mais on ne retrouve jamais, donc on lâche des 10 000 larves qui vont manger les cochenilles, et les adultes donc, ensuite s'envolent, et on ne retrouve pas de génération de larves derrière. Donc on ne sait pas où vont toutes ces chrysopes. Voilà, elles vont dans la nature, elles vont sans doute se reproduire pour certaines d'entre elles, etc. Mais on ne voit pas forcément d'installation durable. Donc on travaille actuellement sur tout ce qui est refuge autour des serres, etc. pour voir si on peut retenir un peu plus les chrysopes. Bon, il y en a naturellement, il y en a. Hein. Là, c'était pour faire de la lutte avec des lâchers massifs, mais là, il y a un travail à faire là-dessus. C'est efficace, mais ça coûte assez cher puisqu'il faut faire des lâchers réguliers. Donc, c'est le choix de ces producteurs parce que les bambous se vendent relativement cher. Donc, ça peut rentrer dans son modèle économique, mais bien conscience que par ailleurs, ça peut être cher. Les substances naturelles d'origine végétale, donc je ne reviens pas parce que là, c'est des produits qu'on a, à part le naturel qui est peut-être lourd, qui est l'huile de colza. Alors, c'est du sprusite, mais sans pyrètre naturel, on va dire. Voilà, les huiles d'orange douce. Ensuite, vous avez les huiles paraffiniques qu'on a parlé avant. Donc, toutes ces huiles, en fait, elles fonctionnent sur beaucoup de ravageurs puisque elles enrobent et asphyxient les ravageurs. Et aussi les auxiliaires, donc attention. Et on retrouve les savons. Et ensuite, on peut utiliser certaines phéromones. Il n'y en a pas beaucoup sur les cochenilles, mais nous, on peut en utiliser sur la cochenille de l'agrume. L'odeur attire dans le piège les mâles adultes. Et donc, ça limite les accouplements entre mâles et femelles. On a pour la cochenille farineuse aussi Iceria, on utilise pour bien nettoyer une coccinelle qui s'appelle Rhodolia cardinalis, donc qui est une coccinelle exotique qu'on peut utiliser en lutte. Par contre, elle est très chère, puisque moi j'avais à peu près calculé, ça faisait 1,50 € l'arbre de coccinelle. Donc là, ça va, vous avez les micros fermés, mais elle est très efficace, mais elle est très chère et elle ne se conserve pas l'hiver. Donc c'est à utiliser vraiment en cas de dernier moment qu'on n'a plus le choix, voilà. Mais très efficace. Les psylles. Alors, lutte biologique, en extérieur, notamment, vous avez la punaise prédatrice, donc Anthocoris nemoralis. Donc, c'est une introduction qui se fait à partir du mois d'avril-mai. Les filles aiment bien les conditions, aiment bien la chaleur. Cette punaise est très efficace. Depuis qu'elle est utilisée, maintenant, ça fait 7-8 ans à peu près partout en pépinière, en extérieur. Il n'y a plus aucun traitement insecticide. Cette punaise règle tous les problèmes. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ensuite, vous pouvez utiliser des parasitoïdes spécifiques aussi sur la piscine. Et substances naturelles, donc soit du kaolin. Alors, je ne vais pas dire kaolinite parce que c'est peut-être pas facile à dire, mais kaolin en fait c'est de l'argile, hein, de la poudre d'argile blanche, et c'est aussi l'argile qui sert à faire pour info, qui sert à faire la porcelaine de Limoges, c'est du kaolin. Voilà, donc c'est une argile très très fine, donc qui va irriter et empêcher aussi les pontes.
Le souci, c'est que, notamment en végétaux d'ornement, c'est qu'il peut y avoir un léger voile blanc sur le feuillage. Donc, on le met en place, on le pulvérise, mais on attend un peu qu'il y ait l'efficacité. Et ensuite, nous, on rince le feuillage aussi parce que c'est un peu blanc dessus et ça peut limiter la photosynthèse. Donc, mais autrement, c'est un bon produit. Voilà. Après, naturel d'origine végétale, ben, les huiles d'orange douce encore, que les petits n'aiment pas. On a remarqué depuis quelques années qu'il y avait une recrudescence. Les chaleurs sont plus fortes l'été, donc les cicadelles, les populations augmentent. Ça devient des choses importantes à régler, à contenir au moins. Alors, pour les othyrhynques, donc il y a tout un panel de nématodes efficaces. Ça marche très bien sur les othyrhynques, donc c'est on les incorpore par arrosage dans les pots. Les conditions en nématode, c'est un tout petit verre, pour résumer, mais il est sensible à la pression. Donc il faut le mettre dans le substrat ou au pied de la plante, ou le pulvériser, mais avec beaucoup d'eau, mais sans pression. Enfin, si vous mettez une pression importante, en fait, vous détruisez les nématodes quand ils vont passer dans les buses, etc. Donc, soit il faut enlever le filtre de la buse, ou alors limiter la pression. Sinon, ce n'est pas efficace parce que vous tuez les nématodes. Donc, on utilise ces différents nématodes, on alterne ces nématodes. Certains sont efficaces aussi pour d'autres scarabées que les othyrhynques. Hein. Voilà, donc vous avez le ver blanc, Melolonta aussi, vous avez donc ce produit qui est le Nemamax, voilà, qui utilise aussi une nématode. Et on va voir pour nous l'essayer, parce qu'on n'a pas. C'est nouveau. À ma connaissance, c'est nouveau. Et on ne l'a pas encore essayé, mais on va l'essayer sur différents vers. Ces produits, la nématode, là c'est pour l'othyrhynque parce que c'est un souci en pépinière, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer parfois sur d'autres larves de scarabées, même si le produit n'est pas homologué pour ça, parce qu'ils ont parfois des spectres d'action assez larges. Donc c'est intéressant quand même d'essayer, ensuite de faire remonter ces informations et, voilà, pour faire avancer l'homologation, etc. Donc, de temps en temps, c'est intéressant de voir s'il y a des effets par ailleurs, en prenant toutes les précautions, bien sûr. Alors, cicadelle, ça devient un problème important. On pourra en discuter peut-être après dans le chat. Voilà, nous, on a les cicadelles deviennent des problèmes de par leur piqûre. Donc, en vigne, ben, c'est Ancoas cavitis et l'autre cicadelle aussi pour la transmission des virus. C'est un vecteur de virus, donc faire attention. Donc nous, pour le coup, il est beaucoup utilisé l'Anagrus atomus, donc c'est un parasitoïde 2, donc qui va pondre dans les œufs des cicadelles. Pour information, j'ai déjà vu moi des cicadelles sous serre là il y a 15 jours, adultes, ce qui veut dire que ce sont des adultes qui ont dû passer l'hiver sous serre. Voilà, donc, elles étaient très peu actives parce qu'il ne faisait pas chaud, mais elles sont déjà là. Donc, il faut commencer à les observer, savoir ce qu'elles vont faire, ou à commencer à faire des produits type champignons entomopathogènes, qui ne sont pas homologués sur cicadelle. Elles sont sur ce qu'on a vu avant, sur pucerons, sur trips, alerode, etc. Cicadelle, ça n'apparaît pas dans les normes, mais elles sont efficaces sur les larves, etc. Donc, voilà. Donc parasitoïdes d'œufs, et ensuite vous avez des parasites spécifiques, donc contre Metcalfa prunoides avec Neodrinus,
introduit dans le sud-ouest depuis une dizaine d'années. Et enfin, donc, on retrouve le kaolin pour freiner les pontes. Je ne sais pas si on fait une pause sur les ravageurs ou je continue et on fait à la fin sur les maladies. Il y avait juste quelques questions là sur les ravageurs. C'était est-ce que le MET52OD est distribué? Alors, effectivement, c'est une bonne question, puisque c'est AICL, donc le fabricant des engrais osmotourtes, etc., qui le distribue. Et je crois qu'actuellement, il n'y a pas de distribution. Donc, le produit est autorisé, homologué, mais on n'arrive pas à avoir de produit actuellement. Donc, ça serait à voir avec AICL. Ouais. On l'a remarqué aussi. Ouais. Après, il y avait une remarque, c'était le Requiem Prime non commercialisé en 2021. Ouais. Une autre question, le Socal Cierbo WP ou Surround pour les psylles? Pardon, excuse-moi. C'était le produit à base de kaolin. Oui. Après, la question n'est pas forcément... Il me disait ou Surround pour les psylles, si la personne peut préciser, soit sur le chat ou à l'oral. Ouais, peut-être sur le chat, le temps de... Ouais. Ouais. Et du coup, une remarque aussi, le Nemamax n'est pas sur la liste des produits de biocontrôle. D'accord, ok. Ouais. Ah, merci, ça je ne savais pas. Voilà, c'était tout pour Comme c'est un produit nouveau, en fait, j'ai pas commencé à regarder exactement. Je l'ai aperçu il n'y a pas longtemps et je me suis dit, tiens, il faut voir. Ok. Ah oui, il n'est pas sur la liste. Ok. Justement, tu as remonté ça à Sophie, puisqu'elle cherche. Oui, tout à fait. Donc, dans un premier temps, on va le tester, après, on le lui remonte. Oui, c'est ça. Exactement comme pour les produits là, que je parlais juste avant concernant les cicadelles. Effectivement, le Botanigard, etc., sont des produits qu'on peut utiliser, enfin, qui ont une efficacité sur les larves de cicadelles, mais effectivement, il n'est pas non plus homologué. Donc, c'est des choses à faire remonter pour ensuite étendre les cibles au niveau de l'homologation. Peut-être juste par rapport à ça et aux essais là, que vous menez, moi je vous encourage vivement par rapport à une mise en lien avec le réseau d'expérimentation pour pouvoir alimenter les dossiers d'AMM et l'expérimentation officielle qui se met, qui s'intègre dans les dossiers d'homologation, quoi. Parce que donc c'est bien de sentir si les produits sont efficaces ou pas, ça dessus je le remets en cause, mais derrière il faut qu'on puisse développer sur de l'AMM par rapport à tout le cadre réglementaire que vous a présenté Sophie ce matin, quoi. Donc Oui. il faut qu'on s'insère le plus rapidement possible dans un cadre réglementaire qui permette de proposer à l'agriculteur des outils qui soient officiels et qui ne soient pas dans une position… Non, ouais, c'est toujours le problème, ouais, effectivement. Oui, non, mais je sais que c'est très ambigu, mais vigilance sur ce point-là parce que c'est fondamental, quoi. Que l'on soit sur du produit phytosanitaire ou du biocontrôle, il faut qu'on puisse mettre l'agriculteur dans un cadre réglementaire sur lequel il est protégé, quoi. Exactement. C'est vraiment très important. Et c'est vrai que pour faire avancer ça, ben, ouais, il n'y a que l'essai ou l'expérimentation. Il faut se mettre en lien avec l'expérimentation officielle. Ouais. Ben, nous, c'est ce qu'on essaie de… au niveau d'Astrodor, on a défi XP, défi ferme. Donc, ce qu'on essaye de faire depuis l'année dernière, c'est qu'on fait des essais à la station. Donc là, c'est encadré, noté, etc. Statistiques et tout. Et en entreprise, on fait de la démonstration, c'est-à-dire que voilà, on met une partie essai dans les conditions d'essai et une autre partie où c'est démonstration d'entreprise, où là c'est en condition d'entreprise. Ça permet ensuite de valider vraiment complètement les choses et puis après d'être dans les clous au niveau homologation. Ouais. Est-ce que… Ah oui, et donc du coup, pour préciser là, la question d'avant, pour les psylles, Socal Cierbo ou Surround WP, c'est la même chose. Avez-vous testé les deux? moi, j'ai que le Socal,
pas l'autre, je n'ai pas essayé. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence. Ça reste du kaolin. Après, c'est comment c'est formulé. Mais j'ai pas d'expérience sur l'autre, que sur le Socal. Peut-être Karine a l'expérience, mais Jean-Claude. Alors, moi j'ai pas l'expérience, mais Sandra avait un retour. Oui, en fait, le Sorand, il n'est pas homologué hormis des arbres fruitiers. D'accord. Sur les autres cultures, il n'est pas homologué. D'accord, il est que sur arbre fruitier. Okay. À mon avis, il doit avoir la même efficacité, mais il a deux homologations différentes selon les cultures. Du coup, c'était tout pour les questions pour le moment. D'accord. Je poursuis. Tu peux poursuivre. Alors, on va passer aux maladies. Donc, pareil, on a fait le même travail. Donc, on est parti des BSV 2020 des filières pour mettre en avant les différentes maladies. Alors, en horticulture, bon, nous, on n'est pas surpris, mais c'est beaucoup de viroses pour lesquelles les solutions biologiques sont inexistantes. Voilà. On n'a pas de vaccin. Donc, on ne va pas le traiter aujourd'hui. Ensuite, apparaît beaucoup donc, ce qui est oïdium. À gauche, que vous voyez là, c'est champignons racinaires, en fait. Donc, tout ce qui est Phytophthora, Pythium. Ensuite, vous avez les mildious, botrytis, taches foliaires, les rouilles, et puis les bactérioses aussi. On a des soucis pour régler les problèmes. Voilà, donc là, on va rester sur le champ de oïdium, champignons racinaires, mildiou, botrytis, rouille, taches foliaires. Voilà, donc par rapport à l'année d'avant, on a eu beaucoup plus de problèmes sur les oïdiums, champignons racinaires, et moins sur les mildiou, botrytis. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on nous a tous mis en confinement au niveau national, il a fait super beau. Et tout le mois de mars, ça a été très beau. On a eu beaucoup moins de mildiou que d'habitude. Voilà, ça tombe bien parce que les gens avaient du mal à travailler, donc il y a moins de traitement mildiou. Voilà. Ensuite, pour framboise, donc les problématiques en maladie, donc botrytis, dessèchement des cannes. Peut-être que tu pourras préciser, Karine, dessèchement des s'il y a une explication. Phytophthora, oïdium et rouille. Karine, si tu veux juste au niveau de dessèchement des cannes, c'est quoi? C'est à la fonte de sève? Alors, en fait, on met dans le dessèchement des cannes plusieurs origines. Donc, ça peut être des origines cryptogamiques. Là, c'est pour ça que c'est classé dans les maladies. Ouais. Donc, ça peut être du Didymella, des choses comme ça. Alors, je profite de prendre la parole parce que ce n'est pas tellement le dessèchement des cannes qui est intéressant. Je profite de prendre la parole juste pour dire que les maladies en framboise, ce n'est pas tellement la problématique. En fait, si on regarde au niveau des frais, enfin voilà, on est quand même sur des phénomènes peu graves. Après, ce qu'il faut faire attention, c'est les conséquences de ces maladies-là. Donc, dessèchement des cannes et Phytophthora, en fait, ça va avoir une conséquence, entre guillemets, au niveau de la pérennité de la culture, alors que le botrytis, l'oïdium et la rouille, ça va avoir des conséquences sur le produit commercialisé. Donc, du coup, c'est deux niveaux d'intervention un petit peu différents. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire, quoi. Merci. Et donc, sur pommier poirier, on retrouve tavelure, chancre, nectria, feu bactérien. Bon, feu bactérien, c'est bactérie, donc c'est compliqué aussi. Oïdium. Voilà. Pommier, surtout tavelure. Alors, pour les maladies, donc en produits de biocontrôle, donc concernant les rouilles et les mildious, ce sont les mêmes produits en substance naturelle et en substance de base. Donc là, on trouve substance de base qu'on n'avait pas forcément au niveau des ravageurs, que l'on retrouve là. Donc en substance de base, vous avez l'enveloppe qui est un talc
souvent ces produits vont agir par, ils vont rendre sec le feuillage, etc. Donc ça va faire une barrière physique qui va empêcher les spores de champignons de se développer. Ça a aussi un effet sur les ravageurs, un peu comme le kaolin juste avant. Voilà, donc ça empêche, enfin pas complètement, mais ça empêche les spores de champignons de germer. Et ensuite, vous avez le désogerme, donc, qui est une lécithine, voilà, qui est préventif et curatif sur les cultures. Nous, on a des essais qui sont satisfaisants sur la cloque du pêcher au printemps. Donc, ça va commencer là pour les traitements contre la cloque. Voilà, et sur les maladies fongiques en général sur les plantes, ça a une efficacité. Moi, je le recommande, alors, surtout en préventif, plus qu'en curatif quand même. Quand on a les conditions idéales pour des développements de maladies, il ne faut pas hésiter à en mettre. C'est quand même assez efficace. On a fait des essais aussi sur les rosiers, ça fonctionnait. Ensuite, en substance naturelle, on retrouve l'huile d'orange douce. Et voilà, c'est les deux produits qui existent à base de ces huiles. Ce qu'il faut faire attention, c'est la chaleur. On a observé des brûlures sur les jeunes plants, sur les jeunes pousses, notamment en serre avec l'huile d'orange douce. Donc, il faut faire attention quand même aux conditions d'application, pas qu'il fasse trop chaud. Alors, tout à l'heure, il fallait qu'il fasse chaud pour certains produits, mais là, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Donc, sinon, il peut y avoir un peu de phytotoxicité sur les feuillages. Et surtout, quand il y a une grosse attaque, ça va limiter, mais ça ne va pas éradiquer. Donc, je conseille plus aussi en préventif. De toute façon, la plupart des produits de biocontrôle fonctionnent bien quand on anticipe. Karine le précisait tout à l'heure, il faut anticiper. C'est valable aussi pour les maladies. Il faut être dans ces cultures souvent, beaucoup observé. Les oïdiums. Donc, vous avez donc des champignons antagonistes, c'est-à-dire qu'ils vont occuper, le milieu avant le champignon pathogène. Donc, vous avez le prestop, donc qui est un Cliocladium, et l'Acudis, donc qui est Ampelomyces. Donc, ils vont prendre la place au niveau de la niche écologique et donc empêcher l'oïdium de s'installer. Alors, l'oïdium s'installe quand, si les conditions sont très humides, l'oïdium il reste sur le feuillage, il se développe par voie asexuée sur le feuillage. Donc, par contre, si les conditions sont très sèches, il va commencer à sporuler et là vous avez de la dissémination. Donc ces champignons vont s'installer avant que l'oïdium vienne sur le feuillage et donc empêcher l'oïdium ensuite de venir. Donc c'est installé en préventif. Voilà. Et vous avez aussi des bactéries antagonistes, donc sérénales notamment, que nous on utilise contre l'oïdium en ornement, qui a des bons résultats. Avant ça s'appelait Sérénal Max, maintenant c'est Asso, donc l'équivalent de Rhapsody. C'est un Bacillus subtilis. Pareil, là vous voyez, il y a des Texio, c'est le même Bacillus. Et Sonata, c'est un Pumilus, c'est pas un subtilis. Donc, pareil, là c'est intéressant d'alterner alors autant les produits, mais surtout les bacillus. Donc, essayer un subtilis et alterner avec un Pumilus. Et ensuite, vous avez donc qui est très utilisé en ornement, peut-être aussi par ailleurs, c'est l'armicarbe, donc c'est l'hydrogénocarbonate de potassium, donc qui va assécher le feuillage et qui est efficace même en curatif, il est pas trop mal. Ouais. Il y a de bons résultats. Et le soufre, voilà, on en parlait ce matin. Bon,
nous, peu en ornement, mais je sais que dans d'autres filières, c'est très utilisé. Les soufres en fleurs coupées, c'est très utilisé aussi pour prévenir l'oïdium. Le botrytis, des bactéries antagonistes qui sont les mêmes qu'avant sur l'oïdium. Donc, Prestop, Julietta, c'est un produit, il me semble, avec le même champignon. Et ensuite, donc, Cyanat, Texio, qui sont aussi des bacillus, comme pour l'oïdium, et l'armicarde. Botrytis, ça peut être, il y a la gestion du climat de la serre qui est très important au printemps, notamment en ce moment où vous avez des matins très humides. Il faut pouvoir, quand c'est possible, que la culture le permet, mais aérer le plus possible. Déjà, c'est la meilleure des préventions parce que souvent, les plantes sont très compactes et tout au printemps avec la pousse, et ils traînent toujours des spores de botrytis quelque part, que ce soit dans le jeune plant ou autour, et dès que les conditions sont très humides, un peu froides le matin, etc., ils se développent très vite. Donc, il ne faut pas hésiter à ouvrir les serres dès que c'est possible. En extérieur, c'est moins un problème de botrytis. Et sous abri, c'en est un. Ça, voilà. Et ensuite, champignons pathogènes du sol. Donc, vous avez tout ce qui est contre le Phytophthora. Donc, on retrouve le sérénate, je passe. Et après, vous avez le mycostop, donc un Streptomyces, qui fonctionne par compétition antagonisme et hyperparasitisme sur notamment l'épithium et puis Fusariose, qui est utilisé, nous, en horticulture ornementale. Donc, vous voyez qu'en arrosage, on met 400 grammes par hectare en arrosage. 4 fois la culture par an. Donc, ce n'est pas tous les jours qu'on le fait, mais on le fait en condition à partir de mai-juin. Toutes ces stratégies, comme là à droite avec les champignons antagonistes, en fait, c'est pouvoir rapidement mettre en place un champignon qui va faire concurrence à l'installation du champignon pathogène. Nous, on a fait beaucoup d'essais ici avec de la biotisation de substrat, c'est-à-dire qu'on plante les végétaux dans un substrat qui contient ces champignons, ou une souche, ou plusieurs souches de ces champignons, ou un champignon et une bactérie. Et le but, c'est que ces champignons et bactéries colonisent le substrat et empêchent l'installation ensuite soit du pythium, c'est pythium, mais surtout le Phytophthora, Cinnamomys ou Cactorum dans le sol, et donc les racines seront protégées. Donc ils n'ont pas d'incidence sur le système racinaire des plantes, mais ils empêchent le Phytophthora de s'installer au pythium. Quand c'est bien fait et installé, ça fonctionne bien. Par contre, on peut être déçu parce que parfois, il ne s'installe pas. Et on a du mal à expliquer pourquoi il ne s'installe pas. C'est ce qu'on retrouve maintenant il y a beaucoup de fabricants de substrats qui le proposent au moment de l'achat, donc d'avoir des champignons directement dans le substrat. Moi, ce que j'en pense d'un point de vue terrain et puis scientifique, c'est que le champignon, c'est un être vivant, donc il a besoin de conditions particulières pour s'installer dans le substrat. Et il faut ces conditions pour qu'ensuite il joue son rôle par rapport à la plante derrière. Donc ça fait, on va dire, ça fait deux choses à contrôler. Il faut bien contrôler l'installation de ce champignon dans le substrat, et ensuite bien installer la plante dans ce substrat qui a été colonisé. Donc ça fait deux choses à gérer. C'est pas toujours facile. Quand on fait un rempotage en extérieur au mois de février, il ne fait pas chaud. Je ne suis pas sûr que le champignon s'installe correctement tout de suite. Voilà. Si vous faites une plantation, ça arrive parfois fin août, qui fait 30 degrés, c'est pas sûr que le champignon il soit facilement installé aussi. Donc c'est pas toujours évident.
Mais c'est des pistes très intéressantes à suivre. Je pense que l'expérience qu'on a sur 2-3 entreprises, enfin moi que j'ai, en tout cas, ça dépend de chaque entreprise, du climat de chaque entreprise, et je pense que les différentes souches qui sont proposées sont adaptées à chaque entreprise. Donc il y a beaucoup de mise en place et d'essais à faire avant d'être complètement satisfait, mais c'est des pistes très très intéressantes. C'est-à-dire mettre des champignons pour occuper le terrain, pour empêcher d'autres d'arriver. Donc c'est très intéressant. Alors, on va quitter le registre des insecticides, fongicides. On prendra peut-être les questions après, parce qu'il n'y en a pas pour très longtemps au niveau des herbicides. Alors, excusez-moi, Alors, lutte contre les adventices. Donc, il y a des stratégies qui se mettent en place pour remplacer progressivement des herbicides chimiques, notamment on pense au glyphosate, mais aussi à des antigerminatifs qui sont utilisés traditionnellement soit pour faire des nettoyages ou sur les abords, les allées, autour des arbres, etc. Donc à base, souvent on utilise beaucoup de glyphosate ou alors des antigerminatifs type juste après la plantation. Ces produits disparaissent. On a fait une étude l'année dernière. Les pépiniéristes horticulteurs ne disposent plus que de 2-3 matières actives. Et souvent, c'est des anciennes matières actives qui ont leurs limites. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Il est apparu depuis quelque temps des herbicides qui sont faits à base d'acide acétique ou d'acide pélargonique, nonanoïque, qui agissent par contact. Et on a, nous, plusieurs professionnels qui les utilisent de temps en temps, pas tout le temps, parce qu'il faut bien prendre en compte la végétation des adventices. Donc, ces acides attaquent la cuticule des végétaux, donc en surface, et ça entraîne une déshydratation des tissus, donc la plante, elle fane. Ça n'attaque pas le système racinaire, donc si vous avez des plantes bisannuelles, etc., ou vivaces, qui sont coriaces, parfois il faut revenir plusieurs fois, parfois vous n'arrivez pas à les avoir. C'est d'autant plus efficace que la plante est toute petite. Donc nous, sur des essais jusqu'à 4 petites feuilles, c'est efficace. Le crâne, la plante arrive à disparaître. Après, au-dessus, ça brûle un peu, mais souvent la plante arrive à prendre le dessus. Donc, c'est à prendre très tôt dans leur utilisation. Dès qu'on commence à avoir des débuts de germination toute petite, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Après, ça devient compliqué. Et aussi, c'est pas... voilà, ça peut paraître trivial, mais on ne peut pas l'utiliser en plein. Donc, il faut y aller par cible. Donc, contrairement avant à des antigerminatifs où on pouvait passer au-dessus de la culture et ça ne tuait que les adventices quand on ne souhaitait pas. Maintenant, il faut faire attention. Donc, c'est au cas par cas, c'est local, localisé. Voilà. Donc, la plupart des produits, c'est soit acide acétique, soit acide pélargonique. Voilà, donc sur le schéma, oui, donc destruction des membranes et des parois cellulaires. Donc c'est la cuticule, donc c'est la partie vraiment qui est au-dessus. Quand vous avez des plantes très coriaces, parfois il faut mâcher la plante avant de mettre le produit. Par exemple, si vous avez du lierre, par exemple, c'est très très compliqué de s'en débarrasser.
Ce que font ces produits-là, c'est parfois ce qui était utilisé avant avec de l'acide citrique, qui était mélangé parfois en adjuvant à certains herbicides. Donc l'acide acétique, pareil, attaquait la cuticule ou enlever le dépôt de cire qu'il y a sur les plantes. Donc là, ça fait le même système. Et c'est d'autant plus efficace que qu'il fait chaud. Voilà. Si vous faites ça le matin, tôt, qu'il y a de la rosée, etc., ce ne sera pas efficace. Il faut vraiment qu'il fasse, que ce soit bien sec pour l'appliquer. Utilisation par temps sec et chaud. Alors vous avez des doses d'application qui sont élevées, 16 litres hectare, ça fait beaucoup de produits. Et il y a des homologations qui existent donc, sur défanage de terre, épanfrage de la vigne, maîtrise des adventices. Donc maîtrise des adventices, c'est assez large. En fait, c'est à utiliser le plus tôt possible quand on voit les levées d'adventices. Là, c'est efficace. Après, ça peut être trop tard. Et enfin, bon, concernant ces adventices et leur lutte inter-limite, donc voilà, donc sans conséquences connues pour l'environnement. Donc, a priori, l'acide acétique, l'acide non-anoïque n'a pas d'incidence sur l'environnement. C'est biodégradable 2 jours sans résidus quelconque, donc sans métabolite. Et on a une action visible 2 à 3 heures après le passage. IFT 0. Et moins, donc c'est une substance irritante pour les yeux et la peau. Donc il faut quand même se protéger pour faire les traitements. Utilisation par temps sec et ensoleillé uniquement. Donc, dans l'après-midi, c'est mieux. Et une dose d'application élevée. Ça coûte effectivement, ces produits coûtent très cher encore à utiliser. Ouais, c'est sans commune mesure au niveau du tarif. Si vous avez quelques mètres carrés, tout ça, ça va, mais si vous avez comme moi des pépinières qui ont entre 60 et 200 hectares, là, c'est prohibitif. Donc, on cherche d'autres moyens mécaniques ou autres, ou paillage. C'est la solution qui s'oriente le plus actuellement, c'est sur des paillages fluides ou des paillages solides sur les plantes. Voilà. Merci. Du coup, il y avait quelques questions. Alors, je reprends. Alors, il y avait une remarque d'abord. C'était Enveloppe et Désogerme LDS ne sont pas non plus sur la liste des produits de biocontrôle. Voilà, remarque. Et puis, une question, comment contrôlez-vous l'installation du champignon antagoniste dans le substrat? Alors, c'est une bonne question. En fait, actuellement, le mieux, c'est d'envoyer en laboratoire pour faire une analyse et voir quel champignon est installé et quelle souche. Il n'y a actuellement pas de méthode pour contrôler en direct l'installation du champignon. Donc, nous, ce que l'on a fait ici, c'est que quand on a fait les essais, en entreprise, c'est pareil, on a récupéré le substrat et on l'a envoyé en analyse pour voir quel champignon il y avait dedans. On n'a pas de moyens autres pour l'instant. Très bien. Il n'y avait pas d'autres questions, en tout cas dans le chat. Après, on peut peut-être prendre un temps pour échanger. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres remarques des participants ou des questions. Jean-Christophe, toi, tu avais parlé du purin d'ail, que tu aurais voulu avoir quelques retours. Sur, pardon? Le purin d'ail? Oui, il y en avait qui avaient d'autres, parce que là, on a parlé de produits, disons, qui sont couramment utilisés, mais tout ce qui est décoction, purin, etc., je sais qu'il y en a qui les utilisent. Ça serait intéressant d'avoir des retours là-dessus. Le purin d'ail aussi, en répulsif. Je ne sais pas si autour… Bonjour, Nathalie Deschamps de la Chambre de Dordogne. Alors, c'est vrai que nous, on a utilisé particulièrement ces produits extraits d'ail en fraise, notamment, puisqu'on a Monsieur Lifoot qui est producteur de ces purins sur la Dordogne.
Alors, l'extrait d'ail aujourd'hui, il n'est plus utilisé chez nous, à part certains producteurs qui trouvent qu'il y a encore une efficacité, mais tout simplement, enfin, pour moi, c'est parce qu'il a choisi, au départ, l'extrait d'ail était stabilisé sur une base d'huile, et aujourd'hui, il est stabilisé autrement, et du coup, pour moi, il y avait une moindre efficacité chez les producteurs qui l'utilisaient. Après, on a des producteurs donc, qui utilisent le purin d'ortie, enfin le mélange de 4 plantes qu'ils proposent, donc où il y a de l'ortie, de la fougère, de la consoude et de la prêle. Et on le fait passer, enfin, moi j'ai un producteur qui le fait passer en goutte à goutte. Ça va faire plus de 5 ou 6 ans qu'il utilise ces produits-là. Et ce qu'on s'est aperçu depuis 3 ans, c'est que quand il arrête le purin de 4 plantes, alors c'est une personne qui est tout en hors sol, qui utilise la PPI depuis plus de 10 ans. Et quand on arrête les purins de 4 plantes, on voit le puceron qui remonte légèrement à chaque fois. Ça se voit. S'il arrête sur une période de 15 jours, 3 semaines, on voit les pucerons qui remontent. Alors, on a la PBI qui est bien en place chez lui, donc il n'y a pas de souci avec ça. Mais voilà, on s'est aperçu de ça depuis 3 ans. Alors, c'est vraiment que du ressenti, mais c'est vrai qu'à chaque fois que moi je fais les visites, c'est tous les 15 jours. Et à chaque fois, voilà, s'il me dit j'ai arrêté les purins, les pucerons sont remontés voilà. Je pense qu'il y a une corrélation importante entre la qualité de la sève, on va dire, pour les pucerons, puis la présence. En fait, il y a eu nous, on a eu quelques études il n'y a pas longtemps sur. On dit toujours que plus on met une fertilisation azotée, plus il y a de pucerons. En fait, les pucerons arrivent parce que la sève est plus appétante. Et en allant un peu plus loin, on s'est aperçu que si on lâchait des auxiliaires sur des plantes qui ont été très poussées à l'azote, les auxiliaires vont se détourner des pucerons parce qu'ils ne vont pas les trouver appétants. Donc en fait, plus on met d'azote d'un côté, moins on a d'auxiliaires de l'autre. Donc il y a vraiment une corrélation importante dans l'appétence de la sève pour les ravageurs. Et peut-être que, ouais, effectivement, ces purins, c'est que ça modifie du coup la qualité de la sève et que les pucerons, Pardon. Quand on arrête, ils sont intéressés, ils reviennent. Quoi. Et j'ai un autre producteur qui les utilise, lui, alors dans le sol. C'est pareil, il les utilise dès la plantation des cultures. Donc là, il fait beaucoup de traitements de gariguettes en sol. C'est pas quelqu'un qui va traiter en plus énormément en produits chimiques. Il aura tendance à utiliser plutôt les produits de biocontrôle et utiliser la PBI. Et sur une gariguette, il va quasiment faire que du purin au goutte à goutte. Et en foliaire, il a déjà installé la PBI dessus, les gariguettes, parce qu'il avait un peu de pucerons là. Et chaque année, il fait ça depuis très longtemps et ça fonctionne très bien. D'accord. Ah ouais. Ouais, donc, et là, on tente quelque chose parce qu'il avait, alors sur les fèves, il avait des taches un peu bizarres de ce que j'ai regardé. C'était ce qu'ils appellent la maladie du chocolat, donc du botrytis. Et du coup, normalement, on a essayé il devait faire de la consoude dessus. Donc, bon, là, j'ai pas encore revu les plans, mais voilà, je pourrais transmettre s'il y a eu un arrêt, un stoppage de la maladie ou pas dessus. Je pense à une action répulsive, quoi. Nous, ce que M. Lifout nous avait dit, c'est que la fougère, c'est insectifuge. C'est vrai que je pense que ça a un effet en tous les cas. Et tout ce qui était ortie, c'était plutôt pour booster les plantes. Et après, sachant que ça ne contient pas vraiment beaucoup d'azote en plus, l'ortie. Ouais. Et tout ce qui est consoude et prêle, c'est plus pour assécher. Donc, quand on est en temps humide, voilà. Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas de pucerons sur les fougères. Voilà. Et rien. Aucun insecte, à part quand elles sont en crosse, ne la cachent, sortent du sol. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent ce type de produit autour de l'écran? Pas de table. Pour prendre la parole, il suffit d'appuyer sur une touche de l'ordinateur et de la laisser appuyer, pour ceux qui ne trouvent pas le micro.
Bon, ben Jean-Claude, tu continues du coup? Oui, juste, j'avais une remarque. L'ensemble là des produits qui sont cités face aux ravageurs, est-ce qu'ils sont tous homologués sur ces ravageurs? Ou est-ce qu'il faut quand même euh, revenir aux autorisations, aux homologations pour vérifier qu'on est bien dans un usage? Tu le sais, toi, Christophe? À mon avis, quand il y a parce que là, il y a une question effectivement de Hassan qui dit est-ce que les documents vont être. Oui, on a prévu de faire une synthèse de tout ça. C'est vrai que normalement, sur de la diffusion de documents comme ça, on ne mettra que les produits qui sont homologués. Enfin, nous, c'est ce que l'on fait. Là, on est en échange technique et tout, donc c'est vrai qu'il y a des choses à améliorer au niveau des homologations et des cibles, etc. Donc, là, c'est vraiment du retour terrain strict. Après, on ne peut pas diffuser, effectivement. Enfin, à mon avis, hein. Je parle sous couvert des. Mais on peut le mettre en commentaire. Pour compléter, hein, Jean-Claude, à part la catégorie des macro-organismes, Sophie, elle a bien présenté ce matin que les autres produits étaient soumis à AMM. Et qui dit AMM dit effectivement culture et cible. Donc, on n'a pas détaillé volontairement ça parce que du coup, ça aurait alourdi toutes les diapositives et parce qu'on avait des produits communs et que ça aurait pu être répétitif. Mais il ne s'agit pas d'avoir vu un nom de produit commercial et de le reprendre pour argent comptant pour l'appliquer chez soi, hein. Donc, évidemment, il faut voir si ce produit-là est homologué sur la culture concernée, sur la cible que l'on souhaite avoir sur sa propre culture, quoi. Voilà. Donc, il y aura un document de synthèse avec les différentes homologations. Après, on peut peut-être mettre en commentaire effet sur. Pas trop, non. On va y réfléchir. Justement, Jean-Claude, tu nous fais la synthèse du coup un peu? Eh bien, justement, je cherche, je patine un peu pour faire rentrer. Ah oui, d'abord on ouvre le fichier, après on cherche à partager, c'est ça? C'est ça. Alors, j'ouvre. Tac. J'agrandis. Après, je vais là. Non, mais je patine, alors attends. Tout le monde sait faire sauf moi. Écran partagé. C'est quoi ça? Non, c'est pas celui-là. Ici, c'est bon. Ça arrive. Ouais. Non, mais c'était pas le bon. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est arrivé? Moi, je ne le vois pas. Oui. Document de synthèse. C'est celui-là? Oui. Merci. Oui, je suis un peu coucouné par mes collègues, hein, parce que je manque un peu de vélocité. Oui, donc, ben là, on s'est dit que… C'est pas partagé là par contre, hein, sauf erreur de ma part. Non, c'est pas partagé. Bon, alors, ça ne marche pas. Les cartes. Écran partagé. Voilà. Et là, c'est mieux? C'est bon. Oui, oui, ça arrive. C'est bon. Voilà. Merci. Alors, voilà. Donc effectivement, on a fait beaucoup d'allers-retours pour dire comment on allait faire une synthèse à partir des expériences des 4 réseaux. Et donc, en fait, on se rend compte que le réseau Orti et Pépi, qui a des IFT autour des fois, plus de 10 traitements par an, avait plus d'expérience dans l'utilisation des produits de biocontrôle.
Et donc, on a constitué un document de synthèse où on a collecté tous les noms que vous avez vus défiler sur les diapos commentés par Jean-Christophe. Et moi, j'ai essayé de faire rentrer ça dans un tableau et tout n'y rentrait pas. Du coup, j'ai fait plusieurs feuilles avec donc produits de biocontrôle contre les maladies. Il y aura 2 feuilles. D'un côté, la classe des produits, le nom de la spécialité commerciale, la substance active, et après, dans quelle filière c'est utilisé. Alors, ce n'est pas exhaustif. Hein. J'ai mis une croix à chaque référence, enfin, chaque citation de nom apportée par un collègue ou l'autre qui l'avait vu dans des documents. Moi, je me suis basé au niveau maraîchage sur le document fait par le groupe de l'APCA, la liste des produits de biocontrôle. Il y a un groupe au niveau du réseau des chambres d'agriculture, de conseillers en maraîchage bio, qui ont établi une liste de noms de produits de biocontrôle. Et donc, c'est celle-là que j'ai fait figurer dans cette colonne. Et ensuite, on a positionné sur quelle maladie en général, puisque je ne pouvais pas rentrer dans chacune des maladies. Donc, ce document a une vocation à faire une synthèse un peu rapide et peut-être un peu structurée, mais effectivement, il faudra revenir dans les index phyto et autres sur IFI pour vérifier que l'usage existe, etc. Ne nous en veuillez pas trop. Voilà. Et donc, ce document sera à votre disposition, on pourra le partager à l'issue de la formation. C'était juste pour vous dire que on a souhaité faire cette synthèse-là par rapport à la masse d'infos que vous avez vu passer. Donc là, il y a les produits de biocontrôle de la catégorie micro-organismes contre les maladies. Et l'autre seconde page, c'est les substances naturelles. Voilà. Et donc, vous pourrez vous repositionner pour voir sur quel… Alors, vous avez les noms et vous pourrez revenir après, effectivement, sur la liste de biocontrôle, vérifier qu'il est bien identifié et après sur EIFI pour voir ses qualités. Et ensuite, contre les ravageurs, j'ai fait le même travail. Donc là, il n'y a pas de nom de produit commercial, il y a juste le nom des auxiliaires des organismes. Et avec les références, donc là, on voit ortie-pépi, fruits rouges. En maraîchage, on est moins riche. Je n'ai pas renseigné les aphidius, etc. Il y a des produits avec des mélanges. Je n'ai pas mis les noms commerciaux. C'est incomplet. On fera mieux. Enfin, on peut le compléter si vous le souhaitez, mais je pense que les uns et les autres, vous êtes assez impliqués dans les filières pour peut-être compléter même mieux que nous. Voilà. Et donc, le ravageur, j'ai fait 3 diapos de synthèse avec les micro-organismes, les macro-organismes tout à l'heure. Là, les micro-organismes, tout ce qui est bacillus, BT et autres champignons. Et les substances naturelles, donc il y a des huiles, il y a, voilà, sur la même présentation que je vous ai faite. Et bien sûr, les médiateurs chimiques. Alors là, c'est une diapo entière. Hein. Comme l'a dit Jean-Christophe, comme c'est très spécifique aux papillons, aux lépidoptères qui est visé, ben, il y a un produit presque par papillon. Voilà. Donc, ben, c'était ce document-là qui répond un peu à une question que j'ai vu passer sur le chat. Est-ce qu'on aura les infos? Alors, on vous propose ce document qui sera à disposition. Voilà, on est au terme un peu de ce qu'on avait préparé. Je pense que ça vaut le coup maintenant d'en faire une synthèse, de faire un retour. Est-ce que ça colle à ce que vous attendiez? Enfin bon, peut-être que Marie, tu vas en parler. Oui, va… du coup, suite à cette rencontre, on va sûrement vous envoyer un mail avec en particulier un questionnaire de satisfaction, voilà, pour un peu avoir vos retours par rapport à cette journée.
Voilà ce que je pouvais dire. Ouais, je vois que dans le chat, il manque des croix dans les fruits à coque. Oui, il n'y a pas de souci. Et je vous avoue que bon, on a eu du mal à finir un peu, à aller jusqu'au bout de ça parce qu'on avait peut-être pris un peu de retard à la Non. préparation. Et dans l'idée, après, en fait, on n'a pas forcément non plus cité trop les exemples de fruits à coque. Là, l'idée, c'était de revenir sur les exemples cités. Et peut-être pour ceux qui sont intéressés par la réception de ces documents, ce qu'on pourrait peut-être souhaiter un retour, et pour le partage de tous, hein, c'est que vous nous fassiez part aussi des croix qui ne sont pas apparentes et qui devraient l'être, et des croix que nous, on a mis apparentes et que vous ne partagez pas, en fait. Donc, il y a des produits, en fait, qu'on peut considérer comme intéressants et que pour vous, chez vous, en fait, c'est pas vrai, ça marche pas. Parce que ça permettrait justement de mieux cerner peut-être les conditions d'application, donc que ça soit en termes de pulvérisation, de conditions de température, enfin voilà, peut-être d'identifier des facteurs de réussite qu'on n'a pas réussi à identifier. Voilà ce que je pourrais dire en complément. Et il y a une autre question. Avez-vous calculé des fourchettes de coûts de traitement pour ces différents produits? Alors, pour ma part, en fait, il y a eu des calculs, en fait, par exemple, en viticulture, avec l'application du Beluca, donc le Beluca qu'on va utiliser en épamprage. Mais par contre, ça n'a pas été fait pour tous les produits. Et par rapport à ce que j'ai pu dire aussi, quand je reviens sur l'histoire des macro-organismes et un peu de ma première fiche trajectoire, on peut faire des calculs de stratégie, d'application, sauf que ça aussi, ça peut être redit, revu, réétudié en fonction de la pertinence de l'efficience de ce qu'on va faire, quoi. Je ne m'explique pas bien, mais ce que je veux dire, c'est que calculer une application au mètre carré, on va savoir faire. Sauf que si on doit revenir 2 fois, 3 fois, des fois, il vaut mieux faire qu'une fois et le faire bien, même si la première fois, ça coûte peut-être un peu plus cher que revenir 2 fois et 3 fois. Voilà. Ouais. Et moi, je rajouterais aussi dans les stratégies de PBI, de protection biologique intégrée, etc., à partir du moment où on fait un planning à l'année et pas réagir au coup par coup, on arrive à négocier des tarifs plus intéressants parce qu'on négocie sur une année avec des lâchers réguliers, etc., plutôt que d'aller au coup par coup, etc. Donc, il vaut mieux, faut bien anticiper. Ça reste, même si c'est des macro-risques, ça reste l'achat d'un produit, quoi. Donc, pas hésiter à négocier pour avoir les meilleurs prix. Mais alors moi, pour ma part, les coûts, on les fait dans le cadre de défis, on fait des coûts sur les différentes entreprises pour certains sujets. Ouais. Ouais. Mais bon, je ne les ai pas en tête là, comme ça. Mais après, on peut peut-être en discuter après à titre en relation directe avec les personnes. À nos coordonnées, on peut voir ça ensemble. Un élément qu'a évoqué un producteur dans mon réseau, c'est aussi le conditionnement de certains produits pour des petites parcelles comme ont les maraîchers en diversifié, les champignons qui sont commercialisés par plusieurs kilos et qui doivent être utilisés dans un laps de temps relativement court, d'une campagne éventuellement, voire maximum 2. C'est une contrainte supplémentaire parce que c'est des produits qui ont un coût et s'il faut en jeter la moitié parce que inefficace au bout d'un certain temps, voilà, ça paraît être une contrainte liée un peu à ces organismes vivants, là, aux micro-organismes, je pense à quoi. Voilà. Voilà un peu, je ne sais pas s'il y a des attentes qui n'ont pas été servies pour la prochaine réunion qu'on fera sur ce thème, qu'on y réponde ou est-ce que, voilà, s'il n'y a pas, il y a des remarques peut-être? D'autres remarques?
Non, Bon. pas d'autres remarques, j'ai l'impression, ni d'autres questions. Ah, une autre question. Press stop, quelqu'un a vérifié la durabilité? Durée de vie du produit. Je pense. Oui. Non, Ouais. Jacques, Non. c'est quoi la question? La durabilité du produit, c'est dans le substrat ou Durée de vie. c'est, Avant d'être utilisé? Jacques, il ne doit Il pas a avoir mis de caméra, parce que je vois qu'il dit il a oui, mis oui. oui, 6 mois officiellement, Ah, 1 an sinon. ah oui, c'est le bidon, quoi. D'accord. Mm. Bon, je ne savais pas. Bon, il y a de la ressource quand même dans le réseau. Oui. Hein. Il y a des éléments de réponse directement. Ouais, ça dépend. Ce que je disais tout à l'heure, ça dépend. Ouais, le stockage est super important aussi. Parce que c'est des êtres vivants, hein, même si c'est des champignons, des bactéries, etc. Il faut faire attention au stockage. Il ne faut pas l'oublier dans un coin et se dire dans un an, je vais le reprendre. Ça ne fonctionne pas. Oui. 4 degrés, ouais. Vous pouvez prendre la parole, hein, c'est débloquer le micro si vous voulez intervenir. Bon, eh bien, on va peut-être en rester là alors, s'il n'y a pas d'autres Pas questions. d'autres retours. Mais bon, avez-vous du recul sur les tri? Alors, on n'a Trichoderma? pas compris la question. Hein. Trichoderma, oui. Peut-être Nathalie va nous aider? Non, j'avoue que sur Trichoderma, nous, on ne les utilise pas beaucoup, donc je n'ai aucune idée. Non, enfin, moi, j'ai pas de retour non plus. Ouais. Désolé. Voilà, quand on voit la présentation de Nicolas ce matin où le nombre d'utilisations et la hiérarchie des produits qui sont utilisés, on voit que on est sur les principaux. Ah, une réponse. Échec, d'accord. On n'est pas très familiarisés les uns et les autres avec tous ces organismes, et c'était un peu le but de cette journée, c'était de profiter du réseau entre guillemets formidable qui est le réseau Défi, hein, puisque c'est quand même presque de 300 réseaux en France. Hein. Bon, en légumes spécialisés, on est un peu moins nombreux, mais c'est alimenté aussi par les initiatives des producteurs, l'envie d'avancer, la réflexion, la capacité de changer, de bousculer les habitudes ou de la curiosité. Et donc, ça, c'est un sacré pari d'avoir bâti ce projet au niveau national. Et moi, je trouve que bon, c'est exaltant pour ceux qui y participent. Ce n'est pas toujours facile pour et les producteurs et les animateurs. Mais au final, si, on se sent un peu au cœur quand même des préoccupations sociétales hein, aujourd'hui. Bon, maintenant, il faut trouver les solutions pour pouvoir se passer des pesticides complètement. On n'a pas gagné. Mais bon, ça fera d'autres réunions.